passe à donc, ce que je veux vous parler, c'est un peu rapidement, qu'est-ce que le cancer? Ça va être très, très facile. On va vous ramener un petit peu dans le sujet. On va parler un peu de statistiques, mais pas beaucoup. Juste assez pour faire la démonstration que Mme Lamontagne nous a parlé, comment on peut se rendre à 80% de succès de survie sur le cancer. On se souvient, par exemple, que la survie, d'après les statistiques, c'est 5 ans de survie. Si vous mourrez à 4 ans et 364 jours, vous n'avez pas passé, vous n'êtes plus dans le test. Là. Donc, il y a quand même des statistiques qui sont intéressantes avec ces chiffres-là, qui nous permettent de voir la progression qu'on a eue à travers les années. On parlera aussi des défis, les défis que la recherche et aussi les applications cliniques ont pour se rendre à ce 80%-là. Il y a plein de choses qui se passent et on va toucher à plusieurs choses dans les prochaines 9 minutes, 8 minutes. OK, et le futur de la recherche et de nouvelles thérapies, on va en parler. Donc, qu'est-ce qu'est le cancer? Bon, on a souvent des gens qui viennent nous parler du cancer, qui parlent de 100, 150, 200. Ce n'est pas très important le nombre de cancers. C'est vraiment relié au nombre de cellules, différentes cellules qu'on a dans le corps, et presque chacune des cellules différentes qu'on a peuvent se transformer en cellules cancéreuses. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une maladie qui est vraiment, qui contient, qui comprend en fait un grand nombre de types de cancers. Chaque cellule, les cellules de la peau, les cellules du foie, donnent des cancers différemment. Donc, ils ont chacune leur propriété et on doit les traiter de façon différente. Donc, ça complique un peu cette maladie-là. La caractéristique qui est commune de tous ces cellules-là, c'est le fait qu'ils peuvent, en fait, avoir une croissance anormale et vraiment incontrôlée. Donc, c'est un peu la définition qu'on a, mais évidemment, lorsqu'on arrive au traitement, on doit définir encore mieux d'où vient la tumeur, comment elle pousse, quelles mutations qu'ils ont, ces tumeurs-là, pour pouvoir mieux traiter les patients. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite quand même dans cette présentation. On doit absolument, lorsqu'on parle de cancer, on parle de mutation génétique. Parce que le cancer, c'est vraiment une maladie de mutation génétique. Et il existe plusieurs types, on a 24 000 gènes dans le génome, et plusieurs de ces maladies-là, plusieurs de ces gènes-là peuvent avoir des mutations qui vont activer des gènes qui vont donner le cancer, et d'autres qui vont inhiber des gènes qui nous protègent. Donc, ces deux types de mutations-là, on a vraiment le yin-yang, une série de gènes qui nous protègent, qui peuvent être mutés et inactivés, ou encore des gènes qui font leur travail, mais qui peuvent être amenés à travailler encore plus avec des mutations génétiques, et là, nous amener des cancers. Et donc, ce qui arrive avec ça, si on regarde les mutations, donc on a des activateurs, des mutations activatrices, qui donnent des gènes qui deviennent maintenant des oncogènes, qui ont une activité différente, et des gènes qui peuvent être inactivés, qui sont des anti-oncogènes. Donc, si on les perd, on a encore plus de chance. Et souvent, la plupart du temps, en fait, tous les cancers ont ces mutations-là dans les deux types de gènes. Et on va le voir un peu plus loin dans la présentation. Donc, si on prend l'exemple d'un oncogène, si on active, par exemple, un récepteur kinase, ça, c'est une protéine à la surface des cellules qui contrôle le nombre de fois qu'on se divise. Et si on a une mutation qui dit à la cellule, bon, on se divise encore plus rapidement, on n'arrête pas, ben là, on a un oncogène sur nos bras, puis c'est celui-là qu'on va essayer de cibler, souvent dans les thérapies spécialisées. Donc ça, c'est vraiment le profil, vraiment au niveau génétique. C'est sûr que ça devient plus complexe lorsqu'on regarde le séquençage du génome, dont Mme Lamontagne nous a parlé, mais en général, on peut résumer tous les cancers de cette façon-là. Et là, ça, c'est une diapo un peu compliquée, mais je ne vous demande pas de lire tout ça, juste pour vous montrer que ces mutations-là, oncogènes ou anti-oncogènes, vont donner à la cellule des propriétés très différentes. Certaines vont, si on regarde ici, ça va donner à la cellule cancéreuse une immortalité. Cette cellule-là va pouvoir pousser autant. Il y a des cellules en laboratoire qu'on pousse maintenant depuis presque 50 ans dans les laboratoires. Ils ne sont pas morts, on fait pousser, on continue. D'autres propriétés, la division continuelle, c'en est une qu'on peut aussi avoir. Donc, les mutations amènent toutes sortes d'avantages à la cellule cancéreuse et ces mutations-là peuvent même s'accumuler. Donc, on a une propriété unique, 2, 3, 4, 5, éventuellement, on a une cellule super croissante et invasive. Et c'est ce qu'on souvent on a dans les phases tardives des tumeurs. Dans les statistiques, on va parler un peu de statistiques qui ne sont pas très plaisantes, mais c'est la vie.
Si on regarde la probabilité d'être atteint d'un cancer en 2010, chez les hommes, 45%, chez les femmes, 42%, un peu moins. Surprenamment, c'est une question à se poser aussi, on a un taux de survie chez les hommes beaucoup plus grand un taux de décès, de mourir d'un cancer, 29%, chez les femmes, 24%. Il y a une différence encore ici. Est-ce que c'est le type de cancer? Est-ce que c'est les traitements qui sont différents? N'empêche qu'on parle d'une personne sur 3, un peu plus que 3 chez les hommes, qui vont mourir du cancer aujourd'hui, et 1 sur 4,1 chez les femmes. Si on regarde le taux de survie de 5 ans, donc on a parlé de 80%, ça aussi c'est différent. Donc le taux de 80% qu'on voudrait atteindre, c'est tous les cancers confondus. Ça veut dire des petits cancers de peau, des mélanomes très sérieux, des lymphomes, des leucémies, comme des cancers du cerveau. Et certains de ces tumeurs-là peuvent être traitées très facilement, d'autres beaucoup plus difficilement. Donc si on regarde ici dans les chiffres, on voit par exemple le cancer du sein, on est déjà à 85% dans les années 90 de survie de 5 ans. Et si on regarde en 2005, c'est rendu passé 90%. Par contre, il y a plusieurs sous-types de cancer du sein, et entre autres celui de triple négatif. Le triple négatif, c'est un type de cancer qui maintenant est très difficile à traiter, et beaucoup de femmes en meurent encore aujourd'hui. Donc, on peut trouver, et la dernière chose que je vais vous montrer rapidement pour ça, c'est un type de cancer ici, qu'on voit qu'avec une nouvelle thérapie, non-Hodgkin lymphoma, on peut rapidement augmenter le taux de survie. Donc, c'est très facile de penser qu'un nouveau médicament, s'il est adopté, qui fonctionne, on peut à ce moment-là amener très rapidement un taux de survie beaucoup plus grand. Donc, là où on parle de façon d'arriver à 80%, on doit regarder qu'est-ce qui tue les patients, qu'est-ce qui tue en cancer aujourd'hui. Il y a vraiment 3 types de cancers majeurs chez les hommes et chez les femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les hommes, on voit ici poumon, colorectal et prostate. Chez les femmes, poumon, sein et colorectal. Mais le cancer du côlon, c'est un cancer que si on fait notre suivi, on fait notre colonoscopie, presque à 100%, on va éliminer le taux de cancer du côlon. Donc, on pourrait éliminer un des 3 cancers majeurs qui nous tuent en faisant notre suivi chez le médecin, en faisant notre colonoscopie, en faisant les bons tests. Pour ce qui est du poumon, on sait que la cigarette est une grande partie de cette mortalité-là, mais ce n'est pas toujours la cigarette. Il existe des mutations dans les poumons, il existe des virus, chez les animaux, on ne sait pas chez l'humain, qui causent des cancers du poumon aussi. Et le reste, prostate et sein aussi, qui a beaucoup d'avancées de cette façon-là. Donc, on serait capable, en visant ce type de tumeur, ce type de prévention, et en plus de types de cancers qui tuent, cancer du pancréas par exemple, certaines leucémies qui sont extrêmement létales, de diminuer rapidement le taux de décès, augmenter le taux de survie. Donc, vivre avec un cancer, 5 ans, en 1913, 10%, 2003, 66%, 2009, 72%. Donc, on arrive, ça monte très rapidement, et je pense que quand même, je vais vous donner des pistes, là, comment on peut faire pour arriver à 80%. Madame de Montagne, je sais que vous gardez le temps, là, vous me le dites, hein, si je dépasse. OK, c'est bon. Donc, à quand le 80%? Ça, c'est aux États-Unis. Bon, je l'avais changé sur la petite diapo parce que c'est des chiffres des États-Unis. Madame de Montagne m'a précisé qu'au Canada, c'est un petit peu moins. On pourrait en discuter aussi dans la période de questions. Donc, comment on est arrivé à cette augmentation-là progressive? Il y a la prévention parce que très rapidement, au 20e siècle, on a identifié des produits qui donnaient des cancers, les produits radioactifs donnaient des cancers. Donc, il y a eu de la prévention très tôt. Et ça continue et c'est toujours très important. Mais si on regarde des techniques beaucoup plus agressives, la chirurgie, on a toujours utilisé la chirurgie pour traiter le cancer, mais à partir d'aujourd'hui, on a maintenant des robots chirurgiens qui aident les chirurgiens, on a des techniques qui sont beaucoup plus avancées qui aident à faire ça. La radiothérapie avec Pierre et Marie Curie, très tôt, ils ont utilisé la radioactivité pour traiter les cancers, la Curie-thérapie, qui mettent une petite aiguille de radium là, directement dans la tumeur. Mais aujourd'hui, on a des bombes à protons, des canons à protons qui peuvent cibler très rapidement. Donc, dans chacune des technologies, on a eu des avancées extraordinaires au niveau fondamental et aussi au niveau clinique. En chimiothérapie,
peu de personnes savent que l'une des premières techniques de chimiothérapie a été inventée au Canada par Dr. Noble, la vigne Christine, qui a été utilisée. Mais là, aujourd'hui, on a des techniques et des utilisations de chimiothérapie qui sont beaucoup plus intéressantes qu'ils étaient. Donc, ça l'a aidé. Les thérapies ciblées, donc je vous ai parlé un petit peu. Si on peut identifier la molécule qui est mutée, est-ce qu'on peut avoir une drogue spécifique? On en a plusieurs maintenant. Presque toutes les grosses compagnies pharmaceutiques ont des drogues ciblées à des gènes qui ont des mutations qui causent le cancer. Donc, on peut donner ça sans tuer tout ce qu'il y a autour, sans nécessairement perdre ses cheveux, mais encore, on est loin d'une thérapie par patient encore. Et finalement, l'immunothérapie, Dr. Bell va en parler dans un contexte vraiment intéressant, d'oncolytique, des virus oncolytiques. Mais moi, je vais vous parler de d'autres immunothérapies qui existent maintenant, qu'on a beaucoup entendu parler sur le stock market, moins sur les thérapies des gens. Si je vous demandais là, dans votre tête combien de médicaments sont en phase clinique maintenant en cancer, okay, dans tous les étapes. Donc, mettez-vous un chiffre là, dans votre tête, là. 1, 2, 3, 1849 nouvelles drogues en cancer qui sont en phase clinique maintenant. Ça en fait des drogues, ça. Et tellement qu'il y a certains types de cancer qu'on n'a pas assez de patients pour faire les essais cliniques, pour avoir ces drogues-là, pour tester toutes ces drogues-là. Donc, il y a des choses qui arrivent sur le marché, des pipelines. On discutait avec une personne qui est ici dans l'audience au niveau d'avoir des traitements qui leur permettent une survie. Bien, si on allonge ça, on a des nouveaux traitements qui arrivent. Je vais parler un peu maintenant j'arrive vers la fin. Très tôt. Donc, les défis importants qu'on a pour avancer là, les détections précoces encore, dans le cancer de l'ovaire, en d'autres, l'hétérogénéité des tumeurs, donc toutes les cellules ne sont pas identiques. Et donc, lorsqu'on traite un cancer, on traite une partie des cellules, il y en a qui restent. Les sous-types de cancer, on a parlé qu'il y a des types qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres, donc il faut les identifier par génétique. La résistance thérapeutique aux drogues, les métastases qui tuent vraiment le patient, c'est ce qui s'en va un peu partout dans le corps. Et l'environnement des tumeurs, on peut combattre avec notre système immunitaire des tumeurs, mais la tumeur est très bonne à se protéger de notre système. Je n'irai pas dans les détails de ça parce qu'on n'a pas le temps, mais juste pour vous dire que ça, c'est un type d'immunothérapie. Donc, anti-CTLA4, c'est nouveau, ça a eu à peu près, il y a à peu près 3 milliards de dollars depuis le début de l'année investis dans ce type de thérapie-là. Anti-PD1 aussi, on en parle beaucoup, ça traite seulement 30%. Les CAR-T, donc ça a d'autres technologies que nous, sur lesquelles on travaille. C'est mon avant-dernière diapo, je vais aller vite pour vous montrer qu'en oncologie, on dépense maintenant à peu près 85 milliards de dollars par année dans le monde. Et on voit qu'il y a toutes sortes de drogues à travers le monde. Là. Mais les nouvelles technologies d'immunothérapie, c'est un problème. L'anti-PD1, 150 000 $ par patient. Et le CAR-T, 250 000 $ par patient. Imaginez, est-ce qu'on peut se permettre ça? Donc, ça nous prend quand même des technologies qui vont cibler beaucoup de cancers à des coûts qui sont capables. Donc, ma dernière diapo, on va arriver à 80%, c'est certain. Moi, je pense que d'ici 5 ans, déjà, ça va arriver. Juste en regardant certains types. Aux États-Unis, ils sont à 75%. On va y arriver au Canada. La qualité de la vie devrait être augmentée aussi des gens. Il ne faut pas seulement traiter, il faut avoir une vie qui est bonne. La prévention, les coûts des médicaments et l'accès à ces médicaments-là. Si on parle, par exemple, des cancers, 70% des cancers aujourd'hui sont dans les pays sous-développés. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Donc, j'arrête là. Je suis un peu dépassé, donc je m'excuse. That's good. So, I think Michelle gave you a great overview of the problem that we're facing and the great advancements that have been made. And what I've been asked to do is tell you a little bit about the work we've been doing and one of these new immunotherapy approaches to try to improve outcomes for cancer patients. And I must say I'm really excited about this time in my career. I've been doing this for a long time, and for many years there was really no change in patient outcomes, and I think in the last 3 or 4 years we've seen tremendous change. So it's an exciting time to be involved in cancer research. So I'm going to speak a little bit about some of the things that Michelle spoke about. I'm just going to reiterate them a little bit because there's some concepts I want to make sure I bring out. So cancer is
not one disease. It's multiple diseases. Michelle says over 200, it's probably even more than that, because it's really a disease that is of your genetic information, which I want to speak about a little bit. And so each person's cancer is actually quite different. The problem we face, I think now, in terms of trying to get people over the goal line and past the 5-year mark and even beyond that, is our current therapies are not as good as they need to be. So an example would be chemotherapy. And Michelle mentioned it's been better than it was for sure, but I still think we have a long ways to go. And the problem with chemotherapy is this picture here. So if I said to you, I knew a young woman who's going through chemotherapy for breast cancer, this picture might come to your mind, because the chemotherapy attacks not only the cancer, but unfortunately it also attacks your normal tissue. So she's lost her hair. More than that, she's probably immunosuppressed. She's probably lost the line in her gut. So she's affected in many ways by the treatment itself. So the treatment isn't specific enough just for the cancer. I think what we all agree we need to have what we call cancer-targeted therapies. Therapies that attack the cancer only and not your normal tissues. And if we had such a thing, we could just keep treating you until the cancer was gone. And we wouldn't have all these unfortunate side effects which we limit therapeutic approaches. And so I want to talk about what we've done to try to achieve this goal. So my perspective is that I'm a molecular biologist, which means I study genetic information in DNA, as does Michelle. And so this is my bias. I would argue that genes are really important, are the genes that control all aspects of our growth and development. So when I first started in this field, I was very interested in understanding how genetics unfolded to make people. So this is what we used to all look like. So we all look different now. At one point we all look like that, and that's a fertilized human egg. What's interesting about that egg is it has all the genetic information in it to make another human being, which is amazing. And then after a few hours, we look like this. So we've gone from a single cell to a multicellular embryo. And in each of the cells in that embryo has all the information to make another human being, which is a phenomenal thing in biology. And after weeks, we look like this, which is incredible. You go from a single cell to a multicellular organism made up of billions and billions of cells. And again, each of those cells has all the information to make another human being. It's fantastic. And then over time, things don't turn out so okay. So Homer is a product both of his genetics, so he's lost his hair probably because of his genetics, but he's probably got his gut from his environment. And so what we understand is as we develop, we're a combination of our genes and what we're exposed to in the environment. And that's what we know about cancer too, is cancer is really a disease that just has a genetic component, but also has a component that's related to our life and our lifestyle and how that all turns out. So again, just a few more biology issues here. So we're made up of billions of cells, I told you that. Let's pretend that that's your skin there, and it's made up of multiple cells that make up your skin. And every day you have genes that say to your cells in your skin, hey, it's time to make a new cell. Okay, it's all genetically coded. So there's genes that say it's time to duplicate yourself, and so a cell will under that program divide and make a copy of itself. But it has to not keep doing that, because if it did, we'd all be 100 feet tall. We have to actually have control. And so we also have genes that say it's time for a cell to die, so-called cell death genes. So that at the end of the day, we have the same number of cells we started with. So you may not know this, but you make 1 billion new skin cells every day. You make 1 billion new blood cells every day. It's all genetically orchestrated. It's beautiful. Cell growth and cell death, genetically coded. So what happens in cancer? So in cancer, we do things that we shouldn't do. We're human beings, and we're stupid sometimes. We live in big cities like Montreal where there's pollution, and in Ottawa. We smoke when we shouldn't. We go to tanning bars when we shouldn't. All these things are factors in how we can develop cancer. But another thing that's really important is what I would call bad luck. Because if you're copying your DNA billions of times every day, which you have to do to make 1 billion new cells every day, the chances you're going to do that perfectly over your lifetime are not very good. So over time, you're going to make a mistake in the copying of that genetic information. And so what does that mean? It means that you're going to, in some cells in your body, have things happen, mutations that they're called. And if a cell death gene gets mutated, then that cell, that red cell there, is different than all its neighbors. It looks very similar, but it's different. It's lost the ability to die because it's lost that genetic information. And so that cell will continue to grow and grow, but it will never die. It will become immortalized. And that's how tumors arise in a very simple way. As Michelle was mentioning,
oncogenes and anti-oncogenes, this is the sort of concept we're talking about. Genes that control your ability of cells to die are lost, and you get this immortalization event. And so that's great, we know that now. How can we take advantage of that information? So I think the thing that my lab discovered that I think was useful for us to move forward was, again, normal cells, 3 mutations in individual genes become tumor cells. The thing we discovered was that the same genes that control cell growth and death, which are really important, also control the ability of individual cells in your body to fight virus infections. Okay, so these things are tightly linked together. So it's important to understand how we start out and how we go. So we use mouse models a lot. So one way we do this is we inject cancer cells into the tail vein of a mouse, and they move around inside the mouse, and they then seed and form cancer within that mouse, and eventually that mouse gets sort of sick, and that's a model that we can use to try to test our therapy. So just to start to show you a bit better, that's a set of healthy pink lungs from a mouse. He's a non-smoky mouse, he's got nice pink lungs, there's his heart. And then we give him the cancer, and you can see, oh, horrible, right? It's full of tumors, those white nodules. And at this point, the mouse is sick and can't breathe very well. And then we say, well, can we treat all those white nodules with a virus and kill them and save the mouse? And so just to show you this a bit closer, so there's again healthy lungs, we give them a cancer, ugly lungs, we now give them a virus. We give the virus intravenously, so in the arm, so they can swim around your body and look for tumors, and then hopefully infect them. And I say there, the virus is green because we engineer into the virus a gene that makes it fluoresce green when it infects a cell, just so we can track it. And what you see is after 24 hours, all those white nodules have turned green. Okay, it's quite amazing, actually. And the pink part there, the one picture that you can see, it stays dark. So the virus has targeted only the cancer and left the normal tissues alone. So that's what we were trying to get, a very selective therapeutic. And these experiments that we do in mice, and Michelle and I, this is what we do for a living, we're mouse doctors, we hopefully get them into people. And these mouse experiments have led to a therapy that we've been developing, and this is a gentleman who had liver cancer, and that's a large tumor on his neck that formed there as his cancer had spread from his liver to his neck, and we were allowed to treat that tumor with our virus approach, and you can see that after a few weeks he actually had a great resolution of his disease, and he had a long-term good outcome. This is another gentleman who was really one of the real superstars in our trial. On the top you're looking at is a CT scan that's sort of cut through your body in this direction. So the red circles around the tumor he had in his body, so that's a kidney tumor that he had. And after treatment you can see the red circle that tumor's gone. And on the bottom, I think it's even easier to see, that's his whole body scan. And he had a tumor, and then it goes away after virus treatment. And this gentleman's gone back to work as a construction worker, which is really amazing because often cancer patients can never really regain their life after advanced chemotherapy because they become debilitated, but he's done really good. And this is another lady from Hamilton, who her liver there, the red circles around a tumor that's hanging off her liver. She's told she has no option, she's going to die of her disease. And we treated her with the virus, and after a few weeks that thing resolved and went away. So that was great. So I'm going to tell you the last bit, the last story here, why I think these viruses are so exciting. So the viruses, I think, are really going to do something for us because not only do they attack the cancer, but they stimulate our immune system to also attack the cancer. So this experiment was done by Kelly in my lab many years ago, and what she did is she established a tumor in a mouse again. She then treated it with a virus and cured that mouse. Mouse that had no cancer anymore, it was great. She kept it in the lab for 7 months, and I'm saying, Kelly, get rid of those mice, it's costing me money, but she kept it for 7 months anyhow. And then she went back and she said, I'm going to give that mouse cancer again. And when she challenged it, none of the mice got cancer because they had developed immunity to it. Their own immune systems had developed a response against the cancer and kept it away and kept it from coming back. And I think that's the really exciting part here, is we can train patients' immune systems to recognize their cancers as foreign and eliminate it. And it's not just in mice, we see this now in some patients. So this is the patient here where it says pre-treatment on the left. It's a lady who had very advanced melanoma. She was widespread disease, was going to die of her disease. We injected a few of those lesions there where the red arrows are with the virus. But you can see that all those lesions disappeared and are replaced by a white spot on her skin. That white spot is something, if you went to ask a doctor, that's called vitiligo, and it's just an immune reaction against that part of your skin. So in this patient, we think we triggered, and again, an anti-tumor immune response in the patient.
This is the last example I'll show you. This is a really an interesting story. So see where it says baseline, and there's a black circle there. That's actually up in the top panel where it says 4 centimeter tumor. That was the tumor we were allowed to inject in this gentleman. He's a homeless individual in Pittsburgh. He had no health insurance, and so he didn't come in to get treated. You can see this horrible tumor on his arm. He came in, and on a compassionate basis, we were allowed to inject that tumor at the top. After 8 days, you can see the tumor's being eaten away by the virus, and eventually it's gone. But more importantly, in the bottom of day 9, you can see that big ugly mass is getting smaller and smaller. And that's because that ugly mass is full of immune cells, which are slowly eating at that tumor and eliminating it. We think we generated a really great, potent anti-tumor immune response in that gentleman. So I just want to end by saying I think I'm really excited about what's going on because of the changes we're seeing in the way cancer is treated. I think the old days where using single-agent chemotherapy are going to be gone eventually. And I think it's sort of like saying to a fireman, here's a big fire, you know, put out that fire with a shovel. It's the same as trying to treat with chemotherapy. It's not going to work. What you really need to do is bring in the troops. You've got to bring in immune cells. You've got to cut off the blood supply. I didn't talk to you about that tonight, but there's other aspects to this therapy that does that. You have to have various ways you can attack the cancer all at the same time with the immune system. And I think this is really going to change things. And finally, just to say that we have a really nice setup in Ottawa where we're allowed to very quickly test ideas, manufacture them, inject them into patients, and keep doing it in a very rapid cycle, which means we can discover things much faster than we used to. And I think it's lots of reason to think that this field's moving forward at a very exciting time. And these are some of the people in my group across Canada who I work with who contribute to this work. So thanks very much for your attention. 8h45, ça vous laisse 2 minutes pour poser des questions, le croiriez-vous? Alors écoutez, on commence tout de suite. Vous avez des questions, soit pour le docteur, ça peut être en anglais ou en français, pas de problème. En anglais, ma question est simple. Je dois savoir s'il y a un endroit à Montréal où on peut se faire traiter. Un hôpital ou... Oops. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ouais, Il y a plusieurs endroits à Montréal. Oui? Au CHU, mais aussi, au Jewish Hospital, qui ont des centres de cancer, mais certains sont spécialisés dans certains cours. Par exemple, pour donner une réponse assez rapide, en cancer du sein, il y a plusieurs équipes, en prostate, il y a plusieurs endroits aussi. Et ça, c'est très facile d'aller voir sur leur site web des instituts de recherche où il y a dans les hôpitaux universitaires vraiment des équipes qui vont traiter, qui vont vous donner aussi accès à des phases cliniques, des dernières thérapies. Donc, je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut regarder ces sites-là où on a des équipes spécialisées dans les différents types de tumeurs. Et une fois que vous êtes diagnostiqué pour un cancer, de faire le suivi avec des équipes qui sont capables de vous emmener dans des essais cliniques. Je ne veux pas dire que les hôpitaux en dehors de Montréal n'auront pas cette information-là, mais c'est beaucoup plus facile et plus rapide à passer par les équipes des grands centres universitaires. Ce qui veut dire que les traitements sont disponibles à ce moment-là. Oui, mais ce n'est pas tous les médicaments qui sont disponibles. Et évidemment, le système de santé au Québec, il y a un choix à faire entre le coût de certains médicaments, la preuve qu'ils ont été utilisés et qui fonctionnent, versus l'accès à tout le monde aussi. Donc, il y a toute cette dynamique qui est plus économique et puis qui existe et qu'on doit faire une décision. Donc, il y a des gens au gouvernement du Québec et dans toutes les provinces et partout où ils doivent décider à quel moment donné certains médicaments sont importants pour les traitements. Et on aimerait bien pouvoir que tous les nouveaux médicaments soient accessibles, mais ce n'est pas le cas. Non, mais moi, c'est surtout pour l'hérothérapie. Ça, c'est plus John qui fait des essais cliniques. À Ottawa, effectivement, mais c'est pas disponible ici à Montréal. Est-ce que oncology bars are available in Montreal? We're just going to start a trial early next year with Jerry Bavis at the Jewish General Hospital. So, Jewish General Hospital? Yeah. Au centre Siegel, Cancer Siegel, ils vont avoir des essais cliniques. Ils vont choisir aussi quel type de tumeur. For every type of tumor. No, it's actually going to be a lung cancer one to start. Yeah. Cancer du sein. But it's available in Montreal. Because I know that about Ottawa, it's not available. You must be a resident in Ottawa to be able to That's right. to it too. It's partly because we can actually only take a small number of patients at a time. Okay. And the doctors have made that decision that they will only service the immediate area because they have to be very selective right now. But we'd like to get it out further for sure.
sure. That'd be awesome. In Montreal. I'd love to do Montreal for sure. To the Jewish Hospital, and I think I heard about the fact that it's available to Hôpital Notre-Dame. Because right now, to the Il y Cité a de la une Santé, immunothérapie qui est disponible à Si je l'hôpital vous Notre-Dame. permettez de vous interrompre, monsieur, si Oui. vous regardez derrière vous, il y a 3 personnes qui attendent. OK. Mais on peut s'en parler après. Oui, OK, merci. Merci, j'apprécie. Merci beaucoup. Ma question est pour le Dr Bell. J'ai vu une émission, je suis désolée, je ne parle pas anglais, mais j'ai essayé de comprendre. J'avais vu une émission sur la virothérapie à découverte en 2013, au moment où on découvrait mon cancer, et on parlait du virus de la variole, si je ne me trompe, qui avait été muté. Est-ce que c'est toujours sur le même virus que vous travaillez? You get the question? Is it still the vaccinia or there's other type of viruses? Yeah, that's a great question. There's actually many viruses being tested now. There's a herpes virus, which was just approved by the FDA in the United States for melanoma. We're using vaccinia. We're using some other rhabdoviruses. There's about, I'd say, a dozen viruses right now around the world being tested for this activity. Dozens of ones. Je suis contente de la réponse, pour ça je l'ai vous. Donc, non, ce que Dr. Bell disait, c'est qu'il existe au moins une douzaine de virus différents qui sont utilisés. Donc, ils ont certaines propriétés différentes. Je ne sais pas si c'est différents types de cancers, mais il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement le vaccinia, le virus de la variole, le vaccin. Oui, je savais qu'aux États-Unis, c'était le virus RPS, on parlait, puis rhinovirus, ça en a un autre que les gens utilisent. Donc, je pense qu'il va y avoir un ciblage éventuellement de différents cancers. Lorsqu'on va voir plus de cette clinique, on va savoir un peu. OK, merci. Merci, madame. Monsieur? My question is for Dr. Bell. Hi, Dr. Bell. Someone very close to me has a cancer of unidentified primary. It has metastasis in about 5 or 6 locations in her body. She's presently, they think that it's breast cancer just because of her markers, but they haven't found a tumor. And they're treating her with hormone blockers. I found out about your therapy and other places that are doing it. And I just want to know, seeing as basically there's nowhere we can get this therapy, and there are some places across the border from San Diego, as you probably know, that are doing it. What is your opinion about those places? Well, this is my opinion, and it may not be correct, but I think if it's not done in a clinic where it's regulated and controlled, I would be suspicious of doing that, just because I think you're putting someone at risk. I understand the frustration because everyone wants to get these therapies as fast as you can, but we do have a procedure that we must go to make sure they're safe. And I do know of other countries where they're using bioproducts, which I have no idea the quality of them, but I suspect it's not particularly good, and it could be a very dangerous thing to do. But there's lots of clinical trials. I don't know this case very well, but I'm sure, as Michelle can, there's lots of clinical trials going on in Montreal and across the country. She's at the Jewish and asked about clinical trials, and they said that there were none. That's too bad. But there's also a number of websites like clinicaltrials.gov one could look at. But Yeah, I love Jewish, that. they're pretty good people, the Jewish generals, so I'm sorry to hear that. Okay, thank you. Si vous permettez, on va prendre une dernière question. Merci, mademoiselle. Hi, my question's for Dr. Bell. How do you prevent the body's